Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une culture de courgettes sous serre. Et la particularité de cette culture, c'est que nous sommes en culture hors sol, ou exactement le vrai nom, c'est culture hydroponique. Donc le principe général, c'est qu'on utilise un substrat qui va remplacer le sol, un substrat inerte et stérile, dans lequel va pousser une plante, et on apportera derrière des fertilisants, des nutriments, par l'intermédiaire d'une irrigation. Mais l'agriculture au sol va vraiment être inventée par le botaniste allemand Julian von Sachs, qui va travailler sur une solution nutritive qui va permettre d'alimenter la plante et remplacer le rôle du sol. Et c'est lui qui va inventer cette dénomination de hydroponie. Donc parmi les différents types de cultures hydroponiques, on distingue les cultures hydroponiques sans substrat, donc ça veut dire qu'on plante directement la culture dans de l'eau, et les cultures hydroponiques avec substrat, donc on distingue des substrats de type organique, donc ça peut être de la tourbe mais aussi du terreau, et des substrats qui sont dits minérales, c'est-à-dire ça peut être, j'ai un exemple, donc on a de la laine de roche, mais on a aussi le plus utilisé, de la vermiculite. Donc la vermiculite, qu'est-ce que c'est? C'est une roche d'origine volcanique qui est poreuse, comme on peut le voir là, qui est noire, et de la perlite. Alors la perlite, c'est un sable silicieux qui a été chauffé à plus de 1000 degrés, et donc chauffé, il a ce caractère poreux qu'on retrouve comme la vermiculite. Mais les meilleurs mélanges et les plus efficaces selon l'INRA, ça a été de mélanger le substrat organique avec le substrat minéral. Ça permet donc d'avoir un meilleur pouvoir tampon et une meilleure rétention. Alors, dans les apports nutritifs, il est important de rappeler que le substrat a un plus faible pouvoir tampon que le sol. Et ça, c'est lié justement aux caractéristiques qui sont liées au substrat. Donc le substrat minéral, mais aussi le substrat organique. Par contre, tout va se jouer évidemment dans l'irrigation fertilisante. Alors l'irrigation fertilisante, qu'est-ce que c'est? C'est justement cet apport de cette solution nutritive jusqu'à la plante et qui va être retenu par le substrat. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que dans une agriculture hors sol, on a besoin d'avoir un contrôle permanent de la culture, puisqu'on va suivre notamment le pH, mais aussi la fertilisation. Et ce qui est plus suivi en agriculture hors sol, c'est évidemment le contrôle de nitrate sur l'appareil foliaire. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'en agriculture hors sol, un bon choix de substrat et une alimentation raisonnée, ça induit une baisse générale d'utilisation des pesticides par rapport à la culture plein champ. Est-ce que les produits issus de la culture sol sont moins bons ou meilleurs par rapport à une culture en plein sol? Eh bien, c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que la culture hors sol renvoie à cette image industrielle. Mais des études ont été menées, des études qui viennent de Californie, mais aussi de France, qui ont été faites par l'INRA. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que par rapport aux qualités gustatives et nutritionnelles, donc ces études ont été essentiellement menées sur de la tomate, il n'y a aucune différence significative entre la culture hors sol et la culture en sol. Alors pourquoi cette image et cette idée qu'on a justement de la culture en sol? Eh bien, il vient tout simplement de la variété choisie, puisque les cultures en sol, qui sont essentiellement des cultures biologiques, ont planté des tomates, des anciennes variétés de tomates, par exemple la noire de Crimée, la cœur de bœuf, la tomate ananas, qui elles ont des qualités gustatives et nutritionnelles avérées, supérieures par rapport à des variétés de tomates qui sont industrielles, qui ont des qualités agronomiques plutôt que gustatives. Donc depuis tout à l'heure, je vous dis que l'agriculture en sol, ça présente certaines qualités et que ça ne présente pas forcément de différence avec l'agriculture faite en sol. Alors pourquoi ne pas en faire une agriculture biologique? Eh bien tout simplement, ça vient du cahier des charges, puisque si théoriquement on a en agriculture sol une baisse d'utilisation des pesticides et une amélioration des rendements, le seul problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de contact avec la terre. Et justement, ça ne correspond pas au cahier des charges de l'agriculture biologique qui, elle, cherche justement à faire un sol sain. Donc un sol qui soit dépourvu de pollution et qui soit propice à l'agriculture. Donc, on ne peut pas faire de l'agriculture biologique avec l'agriculture sol. L'utilisation de fertilisants, mais aussi de produits de réajustement, tels l'acide nitrique, pour réguler le pH, sont généralement des produits de synthèse qui ne sont pas des produits naturels, et ce qui pose justement le problème dans le cahier des charges pour l'agriculture biologique. Mais ce qu'on peut citer déjà comme avantage de l'agriculture hors sol, c'est qu'il y a déjà une faible utilisation globale
des pesticides et des herbicides, mais aussi une économie de l'utilisation d'eau, entre 70 et 90% selon le journal Futura Science, mais aussi des croissances et des rendements élevés, un faible encombrement et une possibilité de cultiver toute l'année. Et parmi les inconvénients, on retrouve déjà une maîtrise des paramètres qui sont difficiles à maîtriser, tels la lumière, mais aussi le pH, l'hygrométrie, la concentration de sels minéraux, mais aussi un développement de la biologie du sol qui n'est pas possible, et un développement de la biologie globale qui est moindre par rapport à une culture faite en sol.